Savez-vous comment? Bonjour l'ENC, savez-vous planifier une procédure TMVR avec une Sapien 3 sur Trimentio? Nous avons la chance d'avoir le docteur Nedjari aujourd'hui, qui est très attaché à la compréhension 3D des environnements per procédure et qui va nous montrer comment lui, il fait. Bonjour Louis-Marie, merci de l'invitation. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler dans un premier temps du screening des patients pour un valve in valve mitral. Il faut récupérer le maximum de données chez le patient, notamment les données opératoires, pour avoir la taille de la valve, le type de valve. Il est fondamental d'avoir ces informations-là. Puis, dans un second temps, se référer à l'application qui a été développée par le chirurgien, le Dr Babat. Cette application est disponible sur iOS ou Android et qui permet de sélectionner la valve chirurgicale. Elle nous permet de nous donner également les caractéristiques techniques, notamment les mensurations, le diamètre interne, le diamètre externe du stent, la hauteur aussi de la valve et le type de suture de valve. Suite à ça, vous pourrez sélectionner la taille de votre prothèse et là, ce logiciel-là vous permet de choisir la bonne taille de S3. Maintenant, on va passer au screening des patients en scanner. Comme vous le voyez ici, on utilise donc le logiciel Trimentio, qui est un logiciel assez simple d'utilisation. Dans la première étape, donc, on a un scanner qui est guetté. On verra après à quel moment du cycle cardiaque. La première étape, c'est de déterminer le point de coaptation des valves mitrales. Donc on met un point, comme vous le voyez ici. Le tutoriel à droite nous montre comment procéder. Donc un petit point et on évalue la valve mitrale. Donc lui, il va détecter la valve mitrale. À gauche, la vue axiale, à droite, la vue longitudinale qui déroule l'aorte, le ventricule gauche et l'oreillette gauche. Puis vous avez ici une bande, vous le voyez à droite, une bande avec différents outils. Donc vous verrez comment utiliser ces outils. Nous, on ne va pas tous les utiliser aujourd'hui pour le screening. On va utiliser particulièrement ceux-là. Vous le voyez ici, donc vous avez des flèches. Ici, cette flèche-là se permet de s'axer sur le ventricule gauche. Et ici, les flèches, une fois qu'on aura détecté l'anneau mitral, permet de s'axer sur l'anneau mitral et ici sur la LVOT. Donc la première étape, c'est d'appuyer sur le petit crayon là, en haut à droite, et de déterminer l'insertion de l'anneau mitral. Donc on clique et naturellement, le logiciel va permettre de tourner autour de cet axe-là pour mesurer et contourner l'anneau mitral. Voilà, une fois qu'on l'a fait, donc ça a contourné au niveau de l'anneau mitral. Ce petit onglet là, ça permet de retirer l'anneau ou de le mettre. Ici, ça permet, cette flèche-là permet de s'axialiser par rapport à la valve mitrale et de l'avoir, comme vous le voyez ici, vraiment circularisé au niveau du petit axe. Et ici, en long axe, d'être coaxial par rapport à cette valve mitrale. Donc, vous le voyez, vous pouvez dérouler la valve mitrale. Et ici, vous pourrez prendre les mesures que vous souhaitez. Donc, on peut diminuer le blooming, vous le voyez, vous cliquez droit, vous diminuez le blooming de l'anneau mitral. Et vous avez, en cliquant droit, vous pouvez prendre les mesures, notamment la distance, donc le diamètre. Donc, on prend classiquement de diamètre, mais normalement, ça, vous l'avez si vous connaissez bien votre valve chirurgicale. Donc ici, on a un diamètre moyen de 24. L'évaluation de l'obstruction de la chambre de chasse, on peut le voir déjà en voyant la cavité ventriculaire gauche, si elle est dilatée, si c'est une cavité virtuelle. Également la protrusion du septum interventriculaire, donc ici, le septum. Mais la manière de mesurer et d'évaluer le risque d'obstruction de la chambre de chasse, c'est déjà de détecter la chambre de chasse du ventricule gauche. Donc là, on appuie sur le petit crayon. Là, on va détecter, comme pour le TAVI, on va détecter les 3 cuts. Donc, trouver les nadirs d'ici des cuts, ça le fait automatiquement. Après, ça nécessite quand même un petit ajustement pour aller juste au sommet de la valve chirurgicale, au sommet distal de la valve chirurgicale, ici. Et ici, pareil. C'est pas très difficile, c'est comme pour le TAVI. On confirme, et là, vous avez la chambre de chasse. Et en fait, si vous appuyez sur cette flèche horizontale, ça permet d'être coaxial par rapport à la valve aortique. Si vous basculez ici, vous êtes coaxial par rapport à la valve mitrale. Si vous êtes là, en
fait, vous avez un axe jusqu'à l'apex du ventricule gauche. Un outil très simple d'utilisation. Après ça, pour évaluer vraiment l'obstruction, le risque d'obstruction de la chambre de chasse, vous prenez ici la valve virtuelle. Donc, vous mettez en place une valve virtuelle. On a vu qu'on allait mettre une Sapien 26, un diamètre de 24. On met une Sapien 26. Il faut surdimensionner la valve. Donc, ici, vous avez une valve, on a sélectionné une valve de 26 qu'on va placer. Donc, nous plaçons la valve virtuelle à la fois en grand axe. Empiriquement, on va faire en sorte que la jupette atterrisse sur l'anneau mitral. Donc, classiquement, on se dit que la meilleure position, c'est 20% dans l'oreillette gauche et 80% dans l'ventricule gauche. Ici, pareil, sur le petit axe, on centralise la valve mitrale. Comme vous le voyez ici, donc ça, c'est la position optimale qu'on doit obtenir pendant la procédure. On peut l'obtenir en faisant des manœuvres. Parfois, on n'arrive pas à l'obtenir de manière optimale, mais c'est ce qu'il faut se dire. Donc, c'est la meilleure manière d'avoir un bon positionnement de la valve. Puis après, on évalue. On évalue la surface résiduelle qui reste au niveau de la chambre de chasse du ventricule gauche. Pour faire ça, donc, on va s'axer sur la néo-LVOT, ici. Puis, on va se mettre au niveau de la localisation la plus péjorative. Donc, c'est à ce niveau-là. C'est là où on a l'extrémité de notre S3. Et on va planimétrer cet orifice, polygone. On va planimétrer cet orifice résiduel qui visuellement a l'air très gros. Là, on a 630 mm² de surface résiduelle. Quel est le bon moment du cycle cardiaque pour toutes ces mesures? Alors, classiquement, il faut prendre la mésosystole tardive, c'est-à-dire que la valve aortique doit être encore ouverte. C'est le cycle cardiaque qu'on doit prendre. C'est à ce moment-là où on a encore une contraction du ventricule gauche. Donc, c'est la mesure la plus péjorative, encore une fois, et qui permet le mieux d'appréhender ce risque-là, d'obstruction de la chambre de chasse. D'accord. Et est-ce que tu as un cut-off strict pour ton calcul de néo-LVOT ou au-delà duquel tu dis, enfin, au-dessous duquel tu dis que non, c'est inaccessible, ou alors est-ce que tu le pondères avec d'autres paramètres de l'imagerie? Alors, de manière empirique, et tous les registres qui ont été publiés sont assez consensuels, une surface seuil inférieure à 200 mm² semble conférer un risque d'obstruction significative de la LVOT. Donc, en dessous, j'aurais tendance à ne pas accepter de faire ce genre de procédure. Après, on a d'autres paramètres. Bien sûr, il faut être dans une équipe entraînée à faire ce genre de procédure, et on peut associer ça à d'autres procédures comme une alcoolisation septale, comme une procédure de l'ampoule. Mais encore une fois, si on n'est pas engagé dans ce genre de procédure, il faut vraiment se mettre un cut-off à 200 et pas accepter de le faire en dessous. Maintenant, on va passer donc au valve in-ring. Le valve in-ring, une procédure un peu plus risquée en termes d'obstruction de la chambre de chasse. Donc là, pareil, vous l'avez vu avant, on évalue, les premières étapes sont les mêmes, évaluation de la valve mitrale, donc le sommet des deux gradules mitrales. On va passer sur cette vue-là, donc une vue axiale, une vue longitudinale. La même chose, l'anneau mitral et son insertion. Donc on met des points. Naturellement, ça va tourner sur l'axe du ventricule gauche. Voilà. Une fois qu'on a déterminé notre anneau mitral, on va appuyer sur les flèches et ça permet d'être coaxial, comme vous voyez là. Comme vous voyez là, donc je diminue pareil le blooming. Alors il y a deux paramètres qui sont importants. Bien sûr la surface. La surface. Un diamètre moyen à 26,5 et une surface à 548. Le deuxième paramètre important, c'est la distance intercommissurale. Ici, distance intercommissurale qui dans ce cas-là est à 30. Ces paramètres sont importants parce que dans le cas par exemple d'un anneau rigide, on n'arrivera jamais à circulariser l'anneau. Et donc, dans notre choix de valve, il faut que notre valve comble cet espace-là. Si cet espace n'est pas comblé, on ne peut pas faire la procédure.
Ce qui veut dire que pour un anneau rigide, on n'acceptera que les anneaux en dessous de 32 mm. Parce qu'une S3, on peut l'oversizer. Donc le maximum qu'on puisse traiter, c'est une Sapien 29 qui sera oversizée. Et on acceptera un diamètre bicommissural à 32. Voilà les deux mesures que l'on va prendre. Puis après, pour la chambre de chasse, pour le risque d'obstruction de la chambre de chasse, on fait la même chose que pour le Badin valve. On va détecter la néo-LVOT et l'anneau aortique. Donc là, il le fait automatiquement comme vous le voyez. C'est assez simple. On valide. Et là, on est dans une max. Donc, une fois qu'on a choisi notre taille, là, on était à 30 mm. On avait une surface moyenne à 26, un diamètre moyen à 26,5. On va choisir une Sapien. Ici, 29. Parce qu'il faut l'oversizer. On va donc la placer ici. Donc, on place pareil, hein. Il faut mettre 20% dans l'oreillette gauche et 80% dans le ventricule gauche. Ça, c'est le placement le plus optimal possible. On n'arrive pas à avoir forcément, surtout si on passe par voie transseptale. Parfois, on n'est pas coaxial, donc on n'arrive pas à avoir justement ces proportions-là. Mais il faut faire le maximum pour avoir, parce que c'est là où l'étanchéité et la jupette fera toute sa fonction sur l'anneau mitral. Une fois qu'on l'a placé, donc on part comme tout à l'heure sur la néo-LVOT et on évalue la surface résiduelle. Vous le voyez ici, la surface résiduelle est là. Voilà, donc on a 559 mm carrés de surface résiduelle, la plus péjorative, en l'occurrence, de l'extrémité de notre S3 jusqu'au septum interventriculaire. Est-ce que tu peux faire un TMVR Valvin Ring avec tous les anneaux chirurgicaux? C'est une très bonne question. Non. Comme je l'ai dit, il y a des anneaux rigides, des anneaux semi-rigides. Les anneaux semi-rigides, on arrive à les circulariser de manière relative. Les anneaux rigides, les géoformes ou les Edwards Life Sciences, c'est des anneaux très rigides. Et donc, si on a un diamètre intercommissural trop grand, en l'occurrence supérieur à 32 mm, il faut reculer ce genre de patient parce qu'il risque d'y avoir des fuites paraprothétiques en post-procédure. Pour les anneaux non rigides, à partir du moment où les dimensions sont acceptables pour poser une S3, il n'y a pas de contre-indication à le faire. À partir du moment où on va circulariser de manière relative ce type d'anneau. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un cas maintenant de Valvin Mac, s'il te plaît, le plus difficile? Les mesures sont les mêmes. Le début, c'est le même, vous commencez à l'apprendre. Passons maintenant à la mesure et à la détection de l'anneau mitral. Donc c'est pareil, on clique sur le petit crayon. Et là, l'insertion, il faut vraiment prendre son temps parce que c'est l'insertion des calcifications et parfois les calcifications sont enchâssées dans le ventricule gauche. Donc il faut vraiment être minutieux et voir vraiment la transition entre les feuillets et la paroi annulaire. Il faut prendre son temps. Voilà. Donc, on a déterminé notre anneau calcifié mitral, comme vous le voyez ici. Donc, un anneau bien calcifié, comme vous le voyez sur la vue petit axe. Les mesures sont encore une fois les mêmes. Donc, une mesure de la surface, donc on fait une planimétrie. Donc là, vous avez un diamètre moyen à 29,5 et une surface à 670. L'autre paramètre qui est fondamental également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la distance pi commissurale. Et là, on est à 32. 32,6. Donc notre choix ici, si on doit choisir une valve, ça sera une 29 qui sera surdilatée. On rajoute, classiquement, on rajoute 2 cc dans ces cas-là pour avoir une évasion à la fois conique vers le ventricule gauche
et également diminuer le risque d'embolisation secondaire vers l'oreillette gauche. Et aussi d'avoir un bon sealing, une bonne étanchéité au niveau de l'anneau calcifié. Passons maintenant à l'évaluation de la LVOT et le risque d'obstruction. Donc pareil, le petit crayon, on détecte la valve aortique, donc ça c'est classique, tout le monde sait le faire, et on confirme. Donc une fois qu'on a confirmé, on va placer une valve, donc là on a sélectionné une valve 29. Alors là, le placement est un peu plus compliqué parce que c'est des calcifications. Les calcifications ne sont pas à la même hauteur souvent. Donc, il faut faire en sorte de se dire, je vais me mettre là où les calcifications sont plus importantes, en l'occurrence ici sur le petit axe. On va se placer comme ça. Voilà. Puis on évalue le risque d'obstruction de la chambre de chasse, comme pour les autres procédures. Et ici, on va se mettre au diamètre le plus péjoratif, la surface la plus péjorative. Donc ici, on évalue le risque d'obstruction de la chambre de chasse. On fait la même chose, une planimétrie. 233 mm², de surface résiduelle, donc une surface qui est acceptable pour ce valve in-back. Et donc celui-ci, tu l'as fait alors? Celui-ci, effectivement, on l'a fait avec un très bon résultat. On n'a pas eu besoin de faire d'alcoolisation septale en paire procédure, même si on était prêt à le faire. D'accord. Et quels critères retiens-tu pour considérer que l'amarre calcaire sera suffisante? Alors, c'est une très bonne question. Nos cas idéaux, c'est quand on a des calcifications tout autour. Tout autour, c'est-à-dire les trigones qui sont calcifiés, la valve antérieure surtout pour éviter sa bascule. Donc là, on est comme si on était dans une configuration de valve in-ring. Il faut de toute façon avoir au moins 3/4 de la circonférence avec des calcifications. 3/4 de la circonférence pour avoir un amarre assez solide et pour éviter les fuites paraprothétiques. Par contre, quand on a des calcifications complètement circonférentielles, c'est-à-dire 100% de la circonférence, là, il y a quand même des risques. Et c'est comme pour les anneaux rigides. C'est-à-dire qu'on doit avoir une distance intercommissurale acceptable pour pouvoir faire un valve in-mac. Mais c'est très peu le cas. La majorité des cas, on a des calcifications qui sont plutôt éparses. L'important, c'est que ce soit sur 3/4 de la circonférence. D'accord. Alors, les valves INMAC, c'est particulièrement compliqué. Tous les centres qui font du TMVR ne se lancent pas forcément sur les valves INMAC. Euh, Toi, quelle est ta proportion environ de valves INMAC réalisables sur le nombre total des valves INMAC screenées? Alors, après, ça dépend du nombre le volume de valve INMAC qu'on voit. Alors, c'est moins de 1 sur 5. Un patient sur 5 qu'on va accepter de faire, bien sûr avec des manœuvres alternatives pour éviter l'obstruction de la chambre de chasse. Il y a des méthodes qui ont été décrites comme le lampoule, mais il y en a d'autres un peu plus simples à faire comme l'alcoolisation septale. Mais c'est très peu de patients finalement qu'on retient parce qu'il y a un risque majeur, soit d'embolisation si on n'a pas assez de calcification, soit d'obstruction de la chambre de chasse. Ok, bah merci beaucoup Mohamed pour cette troisième démonstration. Et alors dans tes trois cas, tu nous as pas parlé de l'angle aortomitral dont on avait beaucoup entendu parler au tout début de l'expérience. Pourquoi tu ne l'as pas mis en avant? C'est une très bonne question. Effectivement, l'angle aortomitral, ça sera un paramètre qui va prédire quand même si on risque d'obstruer la chambre de chasse ou pas. Plus l'angle aortomitral est fermé, plus il y a un risque d'obstruction, plus il est ouvert, moins le risque d'obstruction est important. Mais c'est un critère que je n'utilise plus personnellement parce que les autres critères suffisent finalement. Quand on a une surface résiduelle petite, en règle générale, l'angle aortomitral est fermé. Quand on a un angle aortomitral très ouvert, en général, ce paramètre-là et cette LVOT résiduelle est grosse. Et donc, on va faire la procédure. Donc, ça ne va pas me permettre de choisir entre faire et ne pas faire la procédure. Même si ça a été décrit dans les différents registres, ça a été décrit dans plein d'études. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un critère que j'utilise. D'accord. Et pour les cas qui sont des mauvaises formes pour le TMVR par Sapien 3,
Il y a des techniques un peu confidentielles donc, que tu as commencé à évoquer, qui sont l'alcoolisation septale et même la technique de Lampoon, encore plus confidentielle. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur, sur l'avenir de ces procédures et surtout peut-être des prothèses dédiées qui vont probablement bientôt arriver? Alors effectivement, il y a des techniques qui nous permettent, soit en pré-procédure, notamment pour l'alcoolisation septale, soit per-procédure, qui nous permettent d'avoir une procédure de sauvetage en cas d'obstruction de chasse. Donc ça, c'est l'alcoolisation septale qui est très simple et je pense que ça peut perdurer parce que les gens savent faire, hein, les équipes sont entraînées. C'est une procédure qui n'est pas du tout confidentielle. Par contre, la plus confidentielle, c'est entre guillemets, c'est la technique de l'ampoule. Alors ça ressemble un peu à du bricolage puisqu'il n'y a pas de matériel dédié. Et pourquoi pas à l'avenir avoir du matériel dédié comme émerge pour la valve aortique, une lacération de la valve aortique par des systèmes dédiés. Pourquoi pas avoir des systèmes dédiés pour lacérer cette valve mitrale. Maintenant, pour les perspectives, c'est vrai qu'on a besoin de valves dédiées. Après, la valve aortique, c'est pas la valve mitrale, c'est pas la valve aortique, ce n'est pas qu'un anneau et des valves. C'est aussi un appareil sous-valvulaire, c'est également un ventricule gauche. C'est pour ça que ça a du mal à décoller, mais dans un avenir proche, on a des valves dédiées qui vont arriver, que ce soit par voie apicale ou plutôt transseptale. Et je pense que l'avenir est assez prometteur et on espère avoir des solutions dédiées justement à cette valve très complexe. Très bien. Ben, encore un immense merci, Mohamed, de nous avoir expliqué tout ça. Alors, savez-vous planifier un TMVR sur Trimensieux? Maintenant, oui.